Bienvenue à cette vidéo d'introduction sur le chapitre 2 du cours de chimie des solutions, soit le chapitre sur la cinétique chimique. En premier lieu, le chapitre est divisé en 6 parties, soit la vitesse de réaction, la loi de vitesse, les lois de vitesse intégrées, la théorie cinétique, les mécanismes réactionnels et finalement la catalyse. Débutons tout de suite par la vitesse de réaction, soit la section 2.1. Donc, en premier, ce qu'il faut savoir, c'est que la branche de la chimie qui s'intéresse à la vitesse à laquelle s'effectuent les réactions chimiques s'appelle la chimie cinétique. Généralement, on associe l'énergie cinétique à l'énergie d'un objet en mouvement. Par contre, ici, on va vraiment plus l'utiliser dans le sens de vitesse de réaction. Donc, la vitesse de réaction, c'est quoi? Bien, c'est la variation de la concentration d'un réactif ou d'un produit dans le temps. Ou encore, la vitesse à laquelle A va se transformer en B. Donc, on peut soit le voir au niveau, soit vraiment la regarder là, au niveau des réactifs, donc la vitesse à laquelle les réactifs se transforment en produits, ou bien la vitesse à laquelle les produits apparaissent. La vitesse d'une réaction est exprimée en fonction de la variation de concentration par l'unité de temps. Alors, comme je viens de le mentionner, ici, on a les deux exemples de comment on peut l'exprimer. Donc, pourquoi est-ce que j'ai un moins en avant ici? Bien, c'est que delta concentration de A veut dire la variation de la concentration du réactif. Alors, si je retourne ici, on voit bien que mon A était mon réactif. Donc, j'ai une variation qui est négative puisque je sais que les réactifs vont se transformer en produits à travers le temps de réaction. Donc, normalement, si ça se transforme en quelque chose d'autre, bien, la variation de concentration va être négative. Puisque ma vitesse doit toujours être exprimée de façon positive, je dois venir rajouter mon moins ici. Et finalement, vitesse delta ou variation de la concentration du produit, donc B sur la variation de temps. Celui-là n'a pas besoin de mettre un moins puisque mes produits apparaissent, donc c'est normalement positif. Les vitesses qui sont obtenues à l'aide de ces équations-là, c'est des vitesses de réaction moyennes, puisqu'elles sont vraiment obtenues à partir de données prises durant un certain intervalle de temps. Alors, ça, c'est une chose importante à noter, c'est que puisque j'utilise vraiment une variation de temps, donc disons la concentration de réactifs au tout début, donc au temps 0, versus la concentration de réactifs à 200 secondes, c'est certain que la concentration va être moindre, mais je vais faire une moyenne générale de la vitesse de ma réaction. On va voir un peu plus tard que la réaction n'a pas la même vitesse du début jusqu'à sa fin. Afin de déterminer expérimentalement une vitesse de réaction, on doit mesurer la concentration soit du réactif ou bien du produit en fonction du temps. On peut mesurer la concentration exacte d'une espèce, donc soit du réactif ou encore une fois du produit, présent en solution grâce à la spectroscopie. Alors, la spectroscopie se fait à l'aide d'un spectrophotomètre. C'est un appareil qui va venir lancer, si vous voulez, là, des faisceaux de lumière à travers la solution et basé sur l'absorbance. Donc, combien de lumière est absorbée par la solution est ainsi capable de déterminer la concentration du soluté dans cette solution-là. C'est un petit peu, je ne vais pas dire plus compliqué quand on a un gaz, mais c'est certain que lorsque ça implique des gaz, on ne peut pas utiliser la spectroscopie. Donc, il va falloir suivre sa progression ou bien sa concentration en fonction des mesures de pression là, des gaz dans la réaction. Prenons par exemple la réaction entre le brome et l'acide formique. Donc, comment je vais faire pour déterminer expérimentalement la vitesse de cette réaction-là? On a notre équation chimique juste ici, donc du brome moléculaire, ça vient toujours en Br2. Là. Alors, les atomes de brome ne vont pas flotter tout seuls dans l'univers, ils flottent toujours en groupe de 2, en molécule de 2. Donc, j'ai mon brome plus mon acide formique ici. Les deux sont en solution aqueuse, comme je peux voir par le petit AQ en parenthèse. Ça va réagir ensemble, ça va me donner 2Br-, encore une fois en solution aqueuse, plus 2H+,
en solution aqueuse et ça va libérer du gaz, soit du CO2. Alors, si je regarde juste mon équation chimique, je suis capable d'aller exprimer ma vitesse de réaction aussi simplement que par la variation de ma concentration de bronze sur la variation de temps. Donc, puisque ici, je parle justement d'un réactif, il va disparaître au fur et à mesure que l'expérience, que la réaction se fait, je dois absolument mettre mon signe négatif à mon expression de vitesse, comme je l'ai fait ici. Le brome, en passant, c'est un liquide qui est brun-orange. Donc, en solution, au tout début, je devrais voir une solution qui est très orangée ou très colorée, si vous voulez. Et au fur et à mesure que le brome se transforme, donc réagit avec mon acide formique, je vais avoir une diminution de la couleur présente dans ma solution. Donc ça, c'est un peu le même principe que le spectrophotomètre. Toi, tu vas pouvoir le voir à l'œil nu, justement parce que ça a tellement de couleurs marquées. Mais normalement, lorsqu'on peut pas déterminer la concentration juste en regardant une solution, on peut utiliser à ce moment-là un spectrophotomètre là, qui, lui, va pouvoir nous dire exactement c'est quoi la concentration de mon soluté dans ma solution. Donc, si je regarde, c'est encore la même réaction. Je vois très bien la concentration initiale de mon brome. Alors, j'ai une concentration initiale de 0,012 mol par litre au tout début. Et là, au fur et à mesure que ma réaction avance, donc ici, j'ai une réaction qui a duré 400 secondes, ma concentration de brome passe de 0,012 mol par litre à 0,00296 mol par litre. Pour revenir à ce que je disais tantôt sur les vitesses moyennes, donc quand je vais calculer ma vitesse moyenne de cette réaction-là, je vais prendre ma concentration initiale de brome et je vais faire la différence là, avec ma concentration finale. Ensuite, je vais pouvoir faire mon calcul. Mais on va voir que dépendamment de la variation de temps que je prends, de la fenêtre de temps que je prends, que ma vitesse moyenne de réaction peut changer. Alors, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller calculer ensemble la vitesse moyenne de la réaction pour l'intervalle de 0 à 100 secondes et ensuite pour l'intervalle de 200 à 300 secondes. Alors, à chaque fois que je fais ce calcul-là, j'ai un intervalle de temps de 100 secondes. Mais on va voir ensemble que ma vitesse ne sera pas pareille. Alors, je vous transfère à mon iPad et nous revenons tout de suite. Donc, nous allons calculer la vitesse moyenne pour un intervalle de 100 secondes, mais on ne prendra pas le même intervalle les deux fois. Alors, on est encore dans notre réaction de brome moléculaire avec l'acide formique. Le premier calcul qu'on va faire, c'est pour l'intervalle de 0 à 100 secondes et le deuxième de 200 à 300 secondes, voir s'il y a une différence entre les vitesses moyennes. Donc, petit v pour vitesse va être égal à négatif, parce que là, je parle d'une réaction, je regarde la concentration des réactifs, delta BR2. Donc, là, il faut que j'aille regarder la différence entre les secondes, entre la concentration à 0 secondes et à 100 secondes. Donc, à 100 secondes, je suis à 0,00846 mol par litre. Et je vais soustraire ma concentration à 0 secondes, qui est aussi ma concentration initiale. Et je vais diviser le tout par la différence, donc la variation de temps. Alors, c'est à ça que mon équation a de l'air. Si on calcule ça, on obtient 0,00846 moins 0,012. Parfait. Alors, en haut, on a encore notre négatif au début. Ça, c'est des mols par litre. Divisé par 100 secondes.
qui nous donne une vitesse totale, ou une vitesse moyenne en fait pour les 100 premières secondes de 3,54 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde. Alors ça, c'est notre première vitesse moyenne. On va aller faire la même chose, mais pour le deuxième intervalle de 100 secondes. Donc, ici, encore une fois, vitesse, qui dans ce cas-ci va être la vitesse à 300 secondes moins la vitesse à 200, pas la vitesse, désolé, la concentration à 300 secondes moins la concentration à 200 secondes. Donc, dans ce cas-ci, on a 0,0042 moins vous voyez, je suis en train de manquer de place parce que j'écris trop gros. Mais bon. Tout ça divisé par 300 secondes moins 200 secondes. Donc, dans ce cas-ci, j'ai moins 0,00176 en haut, divisé par le 100 secondes. Ça, c'est des mols par litre. Ce qui me donne une vitesse moyenne entre 200 et 300 secondes de 1,76 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde. Donc, on peut très bien voir ici, là, j'ai quand même une différence 3,54 fois 10 à la moins 5 et 1,76 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde. Je vois qu'il y a quand même une grosse différence entre la première vitesse moyenne, donc la vitesse moyenne pour les 100 premières secondes, et la vitesse moyenne un peu plus tard dans la réaction. Donc, ça, on va le voir un peu plus tard, là, mais plus que les réactifs s'utilisent, moins j'ai de réactifs, plus ma réaction va ralentir pour aller atteindre l'équilibre. On reparle de l'équilibre dans un autre chapitre. Mais le but de cet exercice-là, c'était vraiment juste de vous montrer là, la différence entre les vitesses moyennes, dépendamment de quel résultat on prend dans notre expérience. Donc, comme on vient de le calculer, on a quand même une différence entre mes vitesses moyennes, là, dépendamment de l'intervalle de temps que je prends dans ma réaction. Comment je fais pour représenter ces résultats-là en termes de courbes, de graphiques? Alors, si je regarde ici, j'ai un graphique qui représente bien. Dans ce cas-ci, c'est un nombre de particules de produit parce qu'on voit bien que ça augmente à travers le temps. Donc, comment je fais pour identifier mes deux différents types de vitesses, donc ma vitesse moyenne et ma vitesse instantanée à partir d'une courbe? C'est d'ailleurs ce que vous allez faire dans votre labo. Eh bien, la séquente ici représente la vitesse moyenne. Alors, je prends les deux points de ma courbe, donc on va dire mon 0 et mon 100 secondes, et je viens créer une droite qui va répondre à l'équation linéaire, là, y est égal à ax plus b, juste ici. Alors, le taux de variation de ma séquence là, va se retrouver à être la vitesse moyenne. Qu'en est-il de la vitesse instantanée? Bien, la vitesse instantanée, c'est quand je m'intéresse vraiment là, à la vitesse de la réaction à un moment précis dans le temps. Donc, disons ici qu'on est à 200 secondes et je veux connaître la vitesse instantanée de ma réaction à 200 secondes. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais tracer une tangente au point 200 secondes. Donc, disons ici, c'est 200. Donc, je viens créer une tangente. Ensuite,
toute variation de ma tangente devient ma vitesse instantanée à 200 secondes. Et je pourrais répéter cela à travers mon graphique là, pour voir que j'ai une évolution de ma vitesse instantanée au fur et à mesure que ma réaction avance. Passons maintenant à comment déterminer expérimentalement la vitesse d'une réaction. Donc là, on reste avec la même réaction chimique, c'est-à-dire la réaction entre le brome moléculaire et l'acide formique. On a beaucoup parlé de l'effet de la concentration du brome sur notre vitesse de réaction, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que la vitesse de réaction peut être influencée par la concentration de l'acide formique. Dans ce cas-ci, on a assumé que l'acide formique est en quantité suffisante ou bien encore ce qu'on dit excès, donc en excès. Donc, généralement, un des réactifs dans une réaction va toujours être en excès, donc il va en avoir trop, et sa concentration va très peu varier tout au long de la réaction, elle va demeurer presque constante. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu moins pertinent là, de s'en servir pour calculer notre vitesse, puisque la variation va être aussi minime. Donc, ainsi, seule la concentration du brome va nous intéresser, ou en tout cas nous a intéressé dans ce cas-ci pour déterminer la vitesse de la réaction, parce que, comme j'ai mentionné, on a trop d'acide formique, donc la variation est très minime. Notre équation de vitesse, on peut la réécrire. En fait, on va les voir là, plus comme ça dorénavant. Donc, la vitesse de la réaction est égale à K fois la concentration du brome. Donc, le K, ça vient d'où? Bien, en fait, le K, c'est une constante de vitesse qui est juste une constante de proportionnalité entre la vitesse de la réaction et la concentration des réactifs. Dans ce cas-ci, la relation entre la vitesse et la concentration du brome. Alors, je vous rapporte à mon iPad, on va juste faire deux petits calculs là. Ça va nous permettre de calculer les constantes de vitesse. Alors, la majorité du temps, je vais vous les donner, sinon il va falloir les trouver. Et quand je vous demande de les trouver pour poursuivre votre problème, je vais toujours vous fournir toute l'information dont vous avez besoin pour être capable de les calculer. Alors là, ici, on va utiliser la concentration du brome et la vitesse instantanée. Alors, c'est super important. Lorsqu'on calcule les constantes de vitesse, il faut toujours utiliser les vitesses instantanées. Juste pour voir si la constante de vitesse reste la même pour toute une réaction, on va calculer le K dans ce cas-ci pour la 50e seconde. Donc, quand mon brome est à 0,01 mol par litre, et je vais la recalculer à 150 secondes. Donc, quand mon brome est à 0,0071 mol par litre. On a deux vitesses instantanées différentes, mais notre K devrait rester pareil. C'est ce qu'on va vérifier. Donc, comment calculer la constante de vitesse à partir de notre équation? Donc, la vitesse est égale à la constante fois la concentration, dans ce cas-ci, de notre brome. Eh bien, c'est pas tant difficile. On a juste besoin de la vitesse instantanée et d'une concentration. Donc, les données doivent provenir du même point. Donc, si on se réfère là, à notre tableau, le premier calcul qu'on va faire, on va vérifier quand le temps est égal à 50 secondes, quelle est notre constante de vitesse. Puisque la constante est une constante, son nom dit, elle devrait rester pareille pour la réaction et c'est ce qu'on va tester en le calculant également pour 150 secondes après que la réaction ait débuté. Alors, ma constante de vitesse va être égale à la vitesse instantanée de la réaction divisée par la concentration, dans ce cas-ci, de brome au moment là, où la vitesse instantanée a été prise. Donc, pour 50 secondes, ma vitesse était de 3,52 fois 10 à la moins 5, et ça, c'est des moles par litre seconde.
Et puis, ma concentration dans ce cas-ci était de 0,01012. Non, désolé, j'ai pris la mauvaise. Était de 0,10 mol par litre. Et voilà. Donc, 3,52 fois 10 à la moins 5 mol par litre par seconde, divisé par 0,0101 mol par litre. Ça, c'est basé là, sur le tableau que vous avez dans vos notes de cours. Donc, je fais juste faire le calcul. Et ça nous donne dans ce cas-ci une constante de vitesse de 0,034,815. Parfait. Ensuite, si on continue à 150 secondes. Encore une fois, c'est une constante, donc ça devrait rester pareil, mais c'est ce qu'on veut juste confirmer. Donc, on commence par la vitesse instantanée à 150 secondes, qui est de 2,49 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde. Et on divise le tout par la concentration de brome à ce moment-là. À 150 secondes, c'est 0,0710 mol par litre. Et puisque c'est une constante, on devrait obtenir la même chose. Et c'est ce que je suis en train de calculer. OK. Alors, on voit ici là, que on a une constante qui est légèrement différente. Ça, c'est probablement parce que la concentration de brome et les vitesses qui vous sont données là, dans le tableau, ça provient de votre manuel, ils ont probablement déjà été arrondis. Donc, c'est pour ça que notre constante n'est pas exacte dans les deux cas. Mais si je remarque, j'ai quand même là 3,49 fois 10 à la moins 3. Puis ici, j'ai 3,5 fois 10 à la, à la moins 3. Donc, on a quand même quelque chose qui est extrêmement similaire. Dans ce cas-ci, on l'arrondirait probablement à 3,5 fois 10 à la moins 3. Et ça serait ça, notre constante de vitesse. Donc là, on a beaucoup parlé d'une réaction qui se fait en solution aqueuse, donc avec de l'eau, mais c'est aussi possible de déterminer la vitesse d'une réaction quand ça implique des gaz. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, à ce moment-là, on va se servir de la pression des gaz là, pour être capable de déterminer la concentration du réactif. Mais l'équation dont on sert, en fait, c'est l'équation, la loi des gaz parfaits. Par contre, on va la transformer juste un petit peu pour être en mesure de convertir notre pression en concentration. Alors, si on regarde notre réarrangement ici, P est égal à N sur V RT. Donc, N sur V, si vous vous souvenez bien, c'est le nombre de moles divisé par le volume ou encore la concentration molaire volumique. Donc, je peux réécrire l'équation afin d'obtenir une vitesse. Ma vitesse va être égale à la variation de concentration de gaz sur la variation du temps ou encore juste la variation de ma pression divisée par ART delta variation de temps. Alors, c'est cette formule-là dont on va se servir pour être capable d'aller déterminer la vitesse moyenne d'une réaction qui implique des gaz. Faites attention, j'ai bien dit vitesse moyenne et non pas vitesse instantanée.
on va rentrer un petit peu dans de la stoichiométrie. Alors, si vous vous souvenez bien, la stoichiométrie, c'est vraiment l'étude qui va aller, c'est vraiment la branche de la chimie qui va aller étudier les rapports quantitatifs, donc les rapports entre les quantités de chaque réactif et ou produit là, qui sont impliqués dans une réaction. Donc, si on regarde ici, j'ai une équation générale. Notre petite lettre, donc la lettre minuscule en italique, à ce moment-ci, c'est le coefficient stoichiométrique. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 20 si vous voulez. OK? Et les coefficients stoichiométriques, on les retrouve dans des équations chimiques balancées ou équilibrées. Alors, si vous avez des questions sur comment équilibrer des équations chimiques, juste me faire signe au prochain cours, puis je vais être en mesure de vous montrer ça. Donc, comme je le mentionnais, les rapports molaires entre les réactifs et les produits, c'est pas toujours 1 pour 1. Il va donc falloir prendre en considération les coefficients stoichiométriques dans notre équation de vitesse. Donc, de façon générale, pour une réaction avec 2 réactifs et 2 produits qui ont chacun des coefficients stoichiométriques, on va être capable d'aller exprimer la vitesse comme suit, là, dépendamment de chaque chose. Donc, si je regarde, j'ai moins 1 sur A, donc l'inverse de mon coefficient stoichiométrique, fois la variation de concentration de réactif divisé par la variation de temps. Alors, j'ai un moins ici parce que c'est bien un réactif. Même chose pour le B, c'est un réactif, donc je prends en considération que mon réactif disparaît en rajoutant le moins. Et très similaire pour les produits, c'est juste que le moins est parti, là, donc ici même, je ne devrais pas avoir de moins. Exactement. Et voilà. Donc là, on a notre équation générale, là, si vous voulez, dépendamment de ce que vous avez dans votre... quelle concentration vous avez dans notre équation chimique. Donc, disons que tu as la concentration de C, mais tu es quand même en mesure de calculer la vitesse moyenne de la réaction. Donc, je vous laisse travailler sur les exercices 3.1 et 3.2 qui se retrouvent à la page 168 de votre manuel. Et nous allons poursuivre dans une autre vidéo pour la section 2.2. Merci beaucoup. Bonne journée.